Bonjour, je m'appelle Louis Thomas et je vais vous présenter mon TIPE qui s'inscrit dans le thème de cycle de vie des actifs financiers. Tout d'abord, il existe différents types ou classes d'actifs financiers. Tout d'abord, les ETF, qui sont un groupe, un pack d'actions, comme le SP500 ou le MSCI World. Puis il y a les actions, donc qui sont une représentation boursière des entreprises, comme Microsoft, Apple, Louis Vuitton. Et il y a les matières premières, comme l'or, l'argent, le pétrole. En finance et en bourse, l'analyse financière est quelque chose de clé. C'est pour ça que les analystes quantitatifs sont très recherchés et sont des postes clés en finance. Car cette analyse financière permet de déterminer si un investissement est rentable ou non, à quel point celui-ci est rentable, et elle va aussi permettre de réévaluer nos positions quant aux fluctuations du marché. Elle va être encore plus importante en réallocation de portefeuille, notamment lorsque ce sont des réallocations dynamiques. Donc la différence, c'est qu'initialement, la réallocation de portefeuille, on fixe un montant, par exemple 100 euros chaque mois que l'on souhaite verser sur un portefeuille composé de 5 actions, et les proportions restent fixes dans la réallocation de portefeuille, et les proportions vont évoluer en fonction des fluctuations de marché. Et donc l'enjeu principal en réallocation de portefeuille, c'est de réussir à stabiliser et d'obtenir un rendement le plus stable possible, le plus longtemps possible. Par exemple, en construisant un portefeuille, en investissant sur une période de 20 ans 100 euros mensuels, l'objectif est d'obtenir un rendement moyen qui soit stable sur ces 20 prochaines années. Essayez d'être le moins sensible aux fluctuations des marchés, aux crises et aux choses comme ça. Et pour cela, je vais m'intéresser à un type d'analyse financière particulière, peu utilisée en finance, mais qui a fait ses preuves sur certains types d'actifs, c'est l'analyse harmonique, c'est-à-dire une vision cyclique de l'évolution de la volatilité d'un actif. Et donc la problématique est la suivante: en quoi l'analyse harmonique permet-elle d'optimiser la réallocation de portefeuille? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais devoir définir deux notions, donc la volatilité et le risque, qui sont deux notions qui sont liées et qui peuvent être confondues. Tout d'abord le risque, qui est la capacité d'un actif à fluctuer, donc ça va être un adjectif. Donc c'est un adjectif, on l'utilise pour caractériser un actif. Et lorsqu'on souhaite quand on souhaite quantifier ce risque, on utilise le terme de volatilité. C'est une quantification numérique du risque, c'est un nombre. On va dire d'un actif qu'il est risqué, mais qu'il possède une volatilité à tant de pourcents. Pour illustrer ça, j'ai donc choisi le SPY, qui est l'indice boursier du SP500. Donc le SP500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc dans ce tableau, on remarque que le SPY va prendre 4 valeurs, donc 741, 750, 720 et 760 euros. Dans la colonne tout à droite du tableau, j'ai donc calculé les rendements, c'est-à-dire les fluctuations de marché. Donc sur sa première position, le SPY est fixé à 741 euros et passe à 750 à la fin de la première période. On observe donc un rendement positif de 1,21%, donc une revue à la hausse. Ce qui signifie qu'il y a eu plus de demandes que d'offres, plus de gens qui voulaient acheter des actions que de gens qui en possédaient et qui souhaitaient les vendre. Dans le cas de la seconde période, quand le SPY passe de 750 à 720, le prix est donc revu à la baisse. Il y a donc plus de vendeurs que d'acheteurs. Ainsi, le prix décroît, et c'est comme ça que le marché se stabilise. Après avoir calculé les trois rendements des 4 prises de prix du SPY, on peut en déduire le rendement moyen, donc de 0,90%. En appliquant la formule que je vous détaillerai dans la diapositive suivante, nous obtenons une volatilité de l'actif de 3,7%. Dans cet exemple, cette volatilité est peu représentative, puisque pour en déduire si un actif est risqué ou non, il faut au minimum 30 valeurs
pour qu'une volatilité soit pertinente. Cet exemple est à titre illustratif. Dans cette présentation, je vous présenterai tout d'abord l'analyse d'un actif, donc tout mon procédé pour aboutir à un modèle hybride, à une erreur et à une optimisation de poids dans le portefeuille. Puis je passerai à une réallocation d'un portefeuille à N actif, donc un exemple concret chiffré à la fin, et je conclurai quant à l'efficacité de l'analyse harmonique. Donc, suite à la sélection de l'actif du SPY, j'ai donc dû aller chercher des données. Je suis allé chercher des rendements mensuels sur la plateforme investing.com de l'actif SPY sur les 40 dernières années. Donc, vous avez le tracé ci-dessous. Donc en rouge, les fluctuations du rendement et en bleu, le rendement moyen. Donc le rendement moyen calculé à partir de la formule ci-dessous, c'est-à-dire la somme des rendements à chaque période I sur les n périodes données. Donc on remarque un rendement moyen positif, mais inférieur à 5%, mensuel bien évidemment. Sauf que cette représentation ne permettait pas de déceler un cycle et donc de mettre en marche notre analyse harmonique. J'ai donc dû changer de représentation et opter pour la volatilité empirique du SPY. Alors, comment ai-je pu tracer cette volatilité mensuelle empirique? J'ai opté pour une stratégie de fenêtre glissante en fixant le nombre de valeurs à P égale à 20. Et donc, pour calculer la volatilité à l'instant T, j'ai donc choisi des valeurs comprises, j'ai donc choisi 20 valeurs autour de cet instant T. À l'instant T-10 et T plus 10. En établissant cette stratégie de fenêtre glissante, j'ai donc pu obtenir cette représentation de la volatilité empirique du SPY. Et la formule utilisée donc pour calculer, outre que la fenêtre glissante, c'est cette relation de volatilité, donc qui est la racine de la variance. Et donc la volatilité, c'est un écart type. C'est donc la racine de l'écart à la moyenne des rendements en carré sur la totalité des périodes. Et donc, sur cette représentation, on commence à déceler certains cycles. Bien que ce soit peu pertinent, on remarque un premier cycle, un deuxième et un troisième. Mais ce n'était pas suffisant pour réussir à obtenir une période régulière, une fréquence et faire entrer notre modèle. J'ai donc dû faire des recherches pour trouver un modèle plus pertinent et plus utilisé en finance, qui est appelé le modèle de Gartch. Donc, le modèle de Gartch, j'ai donc sélectionné le plus simple et le plus utilisé, le modèle de Gartch 1.1. Alors, ce modèle de Gartch, il se décompose en 3 termes. Donc, la somme, donc, tout d'abord de oméga, qui est le terme qui permet de stabiliser la volatilité autour d'une valeur moyenne de l'actif. Alpha, qui est donc le poids du conditionnement du bruit, donc epsilon t-1. Le conditionnement du bruit qui est proportionnel à une loi normale et qui va permettre de quantifier les fluctuations rapides et à faible portée temporelle des marchés financiers. Puis le coefficient bêta qui permet d'apporter un poids sur la volatilité conditionnelle à l'instant t par rapport à la volatilité conditionnelle à l'instant t-1. On a donc une volatilité conditionnelle, donc sigma t, qui dépend des fluctuations de marché, donc d'un facteur aléatoire, d'une composante constante oméga et du poids de la volatilité à l'instant t-1. Cela permet de mesurer l'amplitude des variations et de modéliser une volatilité dite dynamique. En appliquant ce modèle au SPY, on obtient cette courbe en vert. Donc on décèle des cycles qui sont plus prononcés que la courbe précédente. Mais pour pousser l'analyse encore plus loin, j'ai été obligé de lisser les données puisque la courbe en vert est peu utilisable, il y a de très fortes fluctuations très rapides et la courbe est très pentue.
Je vais donc opter pour un algorithme de lissage de pas égal à 15 pour pouvoir obtenir la courbe en noir. On décèle beaucoup plus facilement les cycles, ce qui va permettre par la suite de déterminer la période régulière ou pseudo-régulière de l'actif SPY. Je vais par la même occasion calculer la volatilité conditionnelle moyenne, donc qui s'évalue à 4,13% de l'actif SPY, et cette volatilité moyenne sera utile pour la suite, dans la suite de l'analyse. Et donc on visualise très clairement des cycles. C'est pour ça que l'on peut faire entrer le module FFT donc, de Python qui va permettre de déterminer la période et la fréquence de l'actif. Dans le cas précis du SPY, on identifie une période de 133 mois et une fréquence de 7,5×10⁻³ moins 1. Donc on remarque une période sur une quarantaine d'années, donc qui est 133 mois, donc à peu près une dizaine d'années. Donc ce qui est assez représentatif de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire 1 à 3 cycles, 3 à 4 cycles. Une fois la période déterminée, je vais pouvoir faire entrer mon modèle hybride construit à partir de Garch et d'une décomposition de série de Fourier. En appliquant le module Fourier de Python, je vais pouvoir déterminer A0 sur 2 et les AIBI, qui sont la composante continue et les amplitudes de l'harmonique de Henry, spécifiques à l'actif SPY. Une fois ces composantes et ces amplitudes obtenues, je vais pouvoir compléter l'expression de mon modèle hybride en ajoutant un poids, donc kappa, à la vision cyclique que j'aurai de la volatilité conditionnelle de l'actif. Et bien sûr, le poids 1 moins kappa pour avoir justement un poids inverse du modèle de Garch. L'objectif étant d'avoir une vision plus cyclique qu'une vision volatilité conditionnelle du modèle de Garch. Pour pousser plus loin l'analyse spectrale et être sûr d'aller dans le bon chemin en appliquant une série de Fourier à cet actif, j'ai choisi de représenter le spectre de l'actif financier SPY, tracé juste ici. Et donc on remarque très clairement que les 5 premières harmoniques qui constituent les composantes cycliques de la volatilité conditionnelle du SPY ont une amplitude 2 à 3 fois supérieure pour les harmoniques de rang 2 à rang 5 par rapport à toutes les autres harmoniques. Ce qui permet de nous rassurer quant au choix d'une décomposition en série de Fourier de cet actif. Nous avons bien donc des harmoniques de faible rang qui permettent d'assurer le côté cyclique de l'actif, qui sont très présentes, et des harmoniques de haut rang, donc qui quantifient les bruits de marché, qui ont une amplitude très faible. Ce spectre nous permet d'en déduire que l'actif SPY possède une fondamentale très importante, qu'il est faiblement sensible au bruit de marché, donc aux fluctuations à courte durée. Et il y a très clairement une représentation cyclique qui est présente avec une répétition de certaines fréquences, ce qui permet de justifier l'utilisation du modèle hybride Garch-Fourier. En appliquant le modèle hybride au SPY, j'obtiens cette représentation. Donc, tout d'abord à gauche, voici les données que je possédais, donc de 1995 à 2025. Et sur la zone en rose, voici les données que m'a tracé mon modèle, donc les données futures jusqu'en 2060. Donc on observe une continuité des cycles présents à une période plus ou moins régulière et une cohérence visuelle vis-à-vis du modèle. Mais la cohérence visuelle ne suffit pas à justifier l'utilisation d'un tel modèle et une telle prise de risque. Je vais donc opter pour une erreur temporelle pour quantifier justement cette cohérence vis-à-vis du modèle utilisé. Alors cette erreur temporelle, comment agit-elle? Contrairement à une erreur en abscisse type d'amplitude, on va dire, une erreur d'amplitude classique, cette erreur temporelle va permettre
de quantifier les fluctuations suivies par nos prédictions par rapport aux fluctuations réelles du marché. Je m'explique. Si le marché est en hausse et que notre prédiction est en hausse au même instant t, alors l'erreur fera plus 0. Si le marché est en hausse et que notre prédiction est en baisse, l'erreur fera plus 1. De même, si le marché est en baisse et que notre prédiction est en baisse, l'erreur fera plus 0. L'objectif est donc de vérifier les signes de variation entre notre prévision et le marché. En calculant cette erreur temporelle sur notre prévision, donc sur une base de données connue, donc j'ai donné au module Fourier pour calculer les coefficients ces données-là, donc jusqu'en 2017, et j'ai souhaité représenter via le modèle hybride sur les 8 années qui suivent, 8-9 années qui suivent, pour observer la cohérence par rapport au marché. En calculant une erreur temporelle, on obtient donc une erreur de 32%. Ça, c'est pour une représentation lissée, et pour une représentation avec les données réelles, nous obtenons une erreur de 40%. Donc le modèle n'est pas parfait dans ses représentations, puisque l'erreur est largement supérieure à une hauteur de 20%. Mais le modèle n'est pas non plus catastrophique, c'est-à-dire qu'il ne prédit pas l'opposé du marché, puisque nous ne sommes pas à une erreur au-delà de 50%. On peut dire que le modèle est convenable, ou on peut lui attribuer une note de B-. Il ne prédit pas convenablement le marché, mais il ne fait pas non plus trop d'erreurs dans ses prévisions. On peut donc valider le modèle pour certains types d'actifs, puisque les erreurs mesurées ont une valeur comprise entre 22% et 48% pour certains actifs. On peut donc quantifier notre modèle de plus ou moins pertinence selon le type d'actif que l'on traite. Passons à la réallocation à N actifs. J'ai donc sélectionné 16 actifs sur la base de données du site investing.com. Et sur ce graphe, nous observons donc le rendement moyen de chacun de ces actifs en bleu, leur volatilité moyenne en orange et leur ratio de Sharpe. Donc, ce sont les points noirs. C'est une notion que je vous expliquerai sur les dernières diapos grâce au bilan quantitatif de la stratégie. Et donc on voit très clairement que certaines actions ou ETF n'ont pas du tout les mêmes rendements ni les mêmes volatilités. On remarque que les actions américaines comme Netflix, Nvidia, Tesla ou Amazon ont des rendements très grands, donc très hauts, mais aussi des risques très importants. Et pour certains ETF comme l'Eurostoxx ou le SP500, le rendement et le risque sont beaucoup plus limités, beaucoup plus faibles. Donc je sélectionne 6 actifs parmi ces 16 et je choisis d'appliquer le modèle hybride à ces actifs. Donc comme la représentation précédente, à gauche de la zone rose, nous avons les données tirées du site, et sur la zone rose, la prévision via le modèle hybride. Donc on voit très clairement une pertinence d'un modèle sur certains types d'actifs, donc comme le SPY qui est juste ici, on voit une pertinence des cycles, ou le Dow Jones qui a une pertinence cyclique grâce au modèle, ou encore l'Eurostoxx qui a un cycle ici présent et qui se répète de manière assez prononcée. On observe cette cohérence visuelle du modèle. D'ailleurs, l'erreur de l'Eurostoxx au modèle était d'à peu près 28%, donc plus faible que le SPY. Contrairement à l'or, où les données nous permettaient d'obtenir une unique période, et donc on peut difficilement dire que le modèle est pertinent pour ce type d'actif à long cycle. Un cycle de 400 à 600 mois, contrairement à Eurostoxx où le cycle est plus faible que celui du SPY, environ 115 à 120 mois.
Donc plus un actif aura des cycles répétés dans les données que vous possédez, plus le modèle et la prévision future sera pertinente et l'erreur sera faible. Une fois les prévisions de volatilité conditionnelle future faites et représentées, il faut donc opter pour une stratégie quant au poids de chaque actif dans le portefeuille. J'ai donc opté pour une stratégie dite de risque parity, c'est-à-dire qu'un actif sera présent d'une manière inversement proportionnelle à sa volatilité. C'est-à-dire que plus un actif est risqué, moins il sera présent dans le portefeuille. Ce qui va garantir une allocation robuste, un faible risque aux fluctuations de marché à court terme et une réduction de risque global du portefeuille. De plus, je vais avoir besoin des deux formules suivantes qui sont le calcul de la volatilité d'un portefeuille à plusieurs actifs, donc qui se compose donc de deux sommes. La première, c'est la somme des poids au carré de chaque actif multiplié par leur volatilité à l'instant T. Et la seconde somme représente la somme des poids des actifs I et J avec leur corrélation, qui est ρJ, et qui permet, la corrélation, en fait, elle va quantifier si oui ou non des actifs vont évoluer de la même manière en fonction des fluctuations de marché. De plus, je vais opter pour la formule du rendement du portefeuille située ci-dessous, en prenant non pas les RI de T, donc le rendement de l'actif à l'instant T, mais le rendement moyen historique de l'actif avec son poids à l'instant T. Ce qui va nous permettre d'obtenir dans nos deux stratégies, donc notre comparaison, un rendement fixe. Puisque je souhaite comparer une réallocation type dynamique avec une optimisation donc, des poids et un changement des proportions des actifs dans le portefeuille grâce à une vision cyclique de la volatilité, contrairement à un portefeuille où les poids de chaque actif seront fixés via une analyse de Markovitch qui permet d'identifier le MVP, donc le Minimum Value Portfolio. Donc c'est le portefeuille avec les poids des actifs dont la volatilité est la plus faible. En représentant donc les deux courbes de volatilité des portefeuilles, donc en rouge celle de Markovitch, donc à coefficient constant, et en noir celle à coefficient dit adaptatif, donc optimisé selon nos stratégies. Donc on observe, comme j'avais dit précédemment, un rendement qui est égal pour les deux, et une volatilité annuelle moyenne qui est 1,4 points de pourcentage plus faible pour le portefeuille à coefficient optimisé qu'au portefeuille à coefficient constant. Donc on remarque quand même une légère baisse de cette volatilité qui n'est pas des moindres et qui permet une meilleure stabilité du portefeuille. Maintenant que l'on a déterminé la volatilité conditionnelle du portefeuille, l'objectif est de déterminer son rendement. Est-ce que le portefeuille est plus ou moins performant selon la stratégie optée. Donc pour cela, je vais opter pour une simulation dite de Monte Carlo. C'est un procédé stochastique qui va permettre de représenter n trajectoires d'évolution du portefeuille en prenant quelques paramètres comme le rendement et la volatilité moyenne du portefeuille et une composante normale de paramètres 0,1 notée Z. Pour cette simulation Monte Carlo, je vais choisir de représenter 10 000 trajectoires sur une durée de 20 ans avec une mise mensuelle de 100 €, donc une mise annuelle de 1 200 €. Avec ST, donc la valeur du portefeuille à l'instant T, je vais en plus avoir besoin donc, du ratio de Sharpe qui va s'exprimer comme le rendement moyen du portefeuille moins le rendement sans risque, donc le rendement actuel du livret A, qui n'est plus à 1,4% au moment où je tourne la vidéo, mais à 1,5%, divisé par la volatilité moyenne du portefeuille, calculée grâce aux formules que l'on a précédemment. Mais pour obtenir le rendement réel du portefeuille,
je vais choisir d'appliquer la relation du taux actuariel qui va permettre, en fonction du capital investi et des flux de trésorerie mensuels, de déterminer le taux du rendement du portefeuille équivalent sur une période de 20 ans pour obtenir un portefeuille positif. Donc, c'est-à-dire que je vais investir V0, donc c'est le capital total investi, donc à hauteur de moins 24 000 euros si l'on se base sur 1200 annuels sur une vingtaine d'années. Et CT, ça va être les flux de trésorerie à l'instant T, c'est-à-dire qu'ils vont tous être nuls jusqu'au moment où je vais choisir de retirer tout mon portefeuille ou de retirer des dividendes. Donc à l'instant T donc égal à 20. Et donc le capital total que je vais retirer, il va être monté positivement puisque ça va être une rentrée d'argent pour moi. Et il sera d'une valeur de X euros qui sera déterminée grâce à la simulation Monte Carlo. Et grâce à ça, je vais pouvoir déterminer le taux actuariel, donc le taux équivalent de mon portefeuille sur ces 20 ans. En réalisant cette simulation sur les 20 ans, donc ici nous avons la courbe, donc la représentation de fréquence de la multiplication du capital investi. Donc on remarque une moyenne qui tourne autour de 2,3 à peu près, de x3 du capital, qui serait ici. Et donc sur 20 ans, on peut espérer, à une fréquence majoritaire, que notre capital soit multiplié par 3,2. Et donc en appliquant la relation du taux actuariel, on obtient un rendement, un taux équivalent, donc réel, donc un taux équivalent de 9,04%. Donc au lieu des 9,6 calculés initialement. Donc on obtient un portefeuille qui sera potentiellement moins rentable, mais plus stable qu'un portefeuille à coefficient constant. A contrario, en réalisant cette manipulation sur le portefeuille dit de Markovitch, j'obtiens un rendement final de 8,74%. Donc, on observe une volatilité plus haute et un rendement plus faible pour le portefeuille de Markovitch, et un rendement plus haut et une volatilité plus faible pour le portefeuille dit optimisé. En investissant un capital de 24 000 euros donc total sur une durée de 20 ans, et en comparant la stabilité des deux portefeuilles, c'est-à-dire si l'on se place à l'instant T égale à 20 ans et que l'on regarde le capital final par rapport au capital total investi, combien de ces simulations, donc sur les 10 000, nous permettent d'avoir un rendement positif. C'est ça la stabilité que j'ai souhaité calculer, et donc on obtient une optimisation de 1%. Donc 1%, ça représente quand même 10 simulations. Ça représente 100 simulations. Donc c'est 100 simulations d'écart qui sont plus rentables, donc 100 cas sur 10 000. Et de plus, en ayant un rendement plus haut et un risque et une volatilité plus faible, le ratio de Sharpe est augmenté de 5%. Donc, à la fin, nous obtenons un portefeuille qui est plus stable, qui a un meilleur rendement et qui a un meilleur ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe va venir quantifier si le risque pris en vaut la peine par rapport au rendement final. Est-ce que si j'investis 20 000 sur ce portefeuille, 20 000 euros sur ce portefeuille, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, le ratio de Sharpe, il est là pour venir quantifier ça. Est-ce que ça vaut le coup? Donc plus il est proche de 1, plus l'investissement est rentable, plus il est proche de 0, moins ça l'est. On peut dire qu'à un ratio de Sharpe de 0,5, l'investissement est plus ou moins rentable, c'est dans la moyenne. 0,45, c'est plus faible, donc il est moins rentable. On peut donc en conclure que l'analyse harmonique permet de diminuer la volatilité et donc l'aspect risqué du portefeuille. On obtient des rendements quasiment identiques, mais ce qui est très important, c'est qu'on améliore la stabilité du portefeuille grâce à cette allocation dynamique liée à la volatilité conditionnelle et à cette vision cyclique. Le seul couac dans cette stratégie, c'est que, comme on a vu sur ces actifs,
Cette stratégie de vue cyclique de l'actif ne s'applique qu'à un certain type d'actif. Je vous mettrai dans la description le lien du PDF si vous souhaitez avoir les différentes annexes de code Python qui ont été utiles ou si vous souhaitez revenir sur le point. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et de laisser un commentaire si cette présentation vous a plu.